Cette croix de sang sur un voile, on l'a vue partout où des hommes souffraient, partout où des hommes mouraient. Pendant ces 6 dernières années, elle seule a pu apporter bien souvent la consolation et l'espérance. Créée en 1864 pour venir en aide aux soldats blessés, la Croix-Rouge française a depuis élargi ses domaines d'intervention, que ce soit auprès des populations civiles, dans le social, le développement, en France comme à l'étranger. Une grande évolution en 150 ans qu'il nous serait impossible de résumer en quelques phrases. Nous nous attacherons donc à quelques traits marquants de son histoire. Pour commencer, sur sa naissance. Saviez-vous que la Croix-Rouge française est la seule société nationale de secours à avoir été créée par Henri Dunant? Henri Dunant est le fondateur du Comité international de la Croix-Rouge. En 1859, sur le champ de bataille de Solferino, il découvre la souffrance des soldats. De son traumatisme et de sa révolte naît un texte, un souvenir de Solferino. Dans ce livre, il appelle les nations à créer des comités de secours aux soldats blessés. Les bons sentiments ne font pas recette. Rien ne me découragera. J'irai à Paris où j'ai des amis qui m'écouteront. Si ça vous amuse de faire des discours. Henri Dunant n'abandonne absolument pas cette idée de voir en France implanter un comité, une société nationale de la Croix-Rouge. En avril 1864, il lance une invitation à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et ces personnes se rassemblent autour de lui le 25 mai 1864, rue de Londres à Paris, pour créer le premier comité de la Société de secours aux blessés militaires, qui est la Société nationale de la Croix-Rouge en France. La Société de secours aux blessés militaires n'est pas la première société nationale qui a été créée. Elle est la 4e. Elle est cependant l'unique société nationale à avoir été créée par Henri Dunant. La guerre de 1870 sera le baptême du feu pour la SSBM, la Société de secours aux blessés militaires. À la surprise de tous, la mobilisation est grande. Plus de 400 comités de bénévoles se constituent à travers la France et de nombreuses femmes s'y portent volontaires. Ces femmes marqueront fortement l'histoire de la Croix-Rouge française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ces femmes sont issues de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, de milieux privilégiés. Donc elles ont lu le souvenir de Solferino, elles ont trouvé le souvenir de Solferino passionnant. George Sand a lu le souvenir de Solferino, il va soutenir les premiers élans de la SSBM. Donc ce sont des femmes concernées, qui se sentent concernées. Elles ont vu rentrer leur mari de terrain de guerre, amputés, malades. Elles ont perdu des fils, elles ont perdu des pères, elles ont perdu leurs frères. Et elles ont aussi les moyens et le temps de s'investir. C'est une société qui n'a pas besoin de travailler. La guerre de 1870 a néanmoins montré que la bonne volonté ne suffit pas. On ne s'improvise pas infirmière. Ces femmes manquent cruellement de formation. La SSBM, de son côté, ne voit pas l'intérêt de les instruire. Elle compte uniquement recruter ses volontaires auprès des congrégations religieuses habituées à rendre de tels services. Un médecin, néanmoins, le professeur Duchossois, reconnaît lui l'importance de former ces femmes. Le professeur Duchossois, qui était présent en 1870 et qui a vu ces femmes agir, propose la création de la première école de garde-malades et d'ambulancières en 1877. Alors, c'est une école gratuite, laïque, au sein de laquelle les femmes vont pouvoir se former aux soins. C'est la première école d'infirmières. Suite à la création de l'école d'infirmières, les femmes vont créer 2 sociétés dissidentes de la SSBM afin de mieux assurer encore leur formation. Il s'agit de l'Association des Dames françaises, créée en 1879, et l'Union des femmes de France, créée en 1881. Cet effort de formation portera ses fruits. En 1914, ce sont 68 000 infirmières qui seront mobilisées, à l'arrière comme à l'avant, en France jusqu'aux Dardanelles. C'est pendant la Grande Guerre aussi que se forgera l'image d'Épinal de l'infirmière de la Croix-Rouge. Cette dynamique de formation, les femmes la poursuivront dans d'autres domaines qui, comme pour les infirmières, façonneront de nouveaux métiers. En 1934, ce sont elles qui lancent l'idée des infirmières pilotes secouristes de l'air, qui seront les premières convoyeuses de l'air de l'armée, les premières hôtesses de l'air en France aussi. Ce sont elles également qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, vont prendre leur véhicule et devenir conductrices ambulancières. Donc, ce sont des femmes qui pilotent des avions, qui sautent en parachute.
Ce sont des femmes qui conduisent des automobiles, choses qui ne sont pas si fréquentes. Jusqu'en 1940, les femmes vont véritablement être la force d'innovation de la Croix-Rouge française, celle qui va la faire avancer. C'est en 1940 que naît la Croix-Rouge française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Afin de secourir au mieux les millions de prisonniers de guerre, les trois sociétés, la SSBM, l'Association des Dames Françaises et l'Union des Femmes de France, se regroupent en une seule entité. Auxiliaire des pouvoirs publics, elle se verra néanmoins étroitement contrôlée par Vichy, mais également par la Gestapo, ce qui entravera grandement son action auprès des camps d'internés civils. Si les internés juifs et politiques échappent malheureusement au secours de la Croix-Rouge française, celle-ci parviendra néanmoins à apporter son aide à la population civile, notamment lors des bombardements. La Deuxième Guerre mondiale pour la Croix-Rouge française, c'est aussi la naissance du secourisme, comme le montre ce film de propagande de 1943. La Croix-Rouge française a essaimé sur tout le territoire national des équipes de volontaires. C'est l'ouvrier dans son usine, c'est le prêtre dans son presbytère, c'est la femme du prisonnier. Soudain, la clameur des sirènes. Dès la chute des premières bombes, ces groupes, dits équipes d'urgence, se hâtent vers la permanence de leur localité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est par le biais de ces équipes secouristes, au-delà bien sûr de la fusion des trois sociétés, que la mixité homme-femme va s'installer au sein de la Croix-Rouge, parce que dans ces équipes secouristes, en fait, qui constituent les équipes d'urgence, on trouve des secouristes et des brancardiers, mais aussi des conductrices, des infirmières et des IPSA. Et tout au long de la guerre, et au moment de la libération, dès le 6 juin, les équipes se mobilisent, que ce soit en Normandie, puis plus tard, au moment du débarquement en Corse, en Provence. Et partout où la France se libère, les infirmières, les secouristes, les conductrices se mobilisent auprès des populations, auprès des FFI également, et viennent au secours des blessés. Parfois dans des conditions dramatiques, comme par exemple à Oradour-sur-Glane, où là il n'est plus question de blessés, mais véritablement de morts, puisque ce sont des secouristes de la Croix-Rouge qui vont aller rassembler les corps calcinés qui se trouvent dans l'église et participer à leur reconnaissance. Dès 1945, le général de Gaulle confirme les statuts de la Croix-Rouge française, qui est reconnue comme association d'utilité publique. Mais cette confirmation s'accompagne également d'une vision. L'une des ordonnances de 1945 appelle à la démocratisation de l'institution. Les classes dites laborieuses seront désormais représentées au conseil d'administration. Quant aux cotisations, elles seront abaissées afin de permettre l'adhésion des plus pauvres. La Croix-Rouge française veut désormais représenter l'ensemble de la société française. Et c'est par le biais du secourisme qu'elle y parviendra. Les années 50 constituent un véritable boom de ce métier de la Croix-Rouge. Elle va d'ailleurs spécialiser les formations qu'elle propose à ses équipes, alors que ce soit en réanimation, mais aussi en secourisme routier, puisque l'automobile se développe considérablement, secourisme rural, secourisme nautique aussi, secourisme en montagne. Et l'État va utiliser toute cette expertise de la Croix-Rouge française en matière de formation pour construire ces brevets et diplômes successifs de secourisme et de monitorat. Alors si la Croix-Rouge développe la formation, une formation de plus en plus pointue de ses équipes, elle développe également une formation spécifique pour le grand public, plus adaptée et plus légère, avec la création en 1966 des 4 gestes pour une vie qui vont devenir les gestes qui sauvent. Le monde civilisé vient d'apprendre avec horreur ce qu'est la guerre au Biafra, une lutte atroce qui nous ramène aux temps les plus reculés de l'humanité. Encerclés par l'armée nigériane, 13 millions d'hommes, de femmes et d'enfants connaissent une épouvantable famine. Face à cette immense détresse, des moyens dérisoires en dépit de l'admirable dévouement des organisations de secours.
le monde civilisé aura-t-il le sursaut qui mettra fin à ce génocide? Face à ce drame, la Croix-Rouge française se mobilise auprès du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. En plus de l'envoi de vivres et de médicaments, elle envoie également des équipes de médecins. Parmi eux, les futurs French Doctors, dont Pascal Grelty-Beauviel, Max Récamier, Xavier Emmanuelli et Bernard Kouchner. De retour du Biafra, ils dénoncent ce qu'ils ont vu et créent Médecins sans frontières. La guerre du Biafra marque un tournant dans le monde humanitaire. C'est le début du boom des organisations non gouvernementales et la fin du monopole humanitaire de la Croix-Rouge. C'est le premier conflit qui est véritablement couvert par les médias, où les Français découvrent sur leur petit écran des enfants qui meurent de faim. Le lien très fort entre les médias et l'humanitaire naît avec le Biafra. Vous voyez ça? Ça ressemble à une friandise, mais ça n'en est pas une. C'est une tablette en coquille mise au point et expérimentée par la Croix-Rouge française. Elle coûte 84 centimes. 84 centimes. Si un enfant du Sahel atteint de malnutrition et condamné à terre ne mange une de ces tablettes par jour pendant un mois, il est sauvé. Je ne voudrais pas ne pas répondre à l'appel que nous vous lançons. La vie d'un enfant, c'est 25 francs. Les années 80 marquent aussi pour la Croix-Rouge française une nouvelle approche de son action internationale. Il ne suffit pas de répondre aux urgences, il faut également soutenir des projets de développement. Ce sera le sens de ses interventions récentes lors de catastrophes naturelles, comme par exemple après le tsunami en Asie en 2004 ou encore le tremblement de terre en Haïti en 2010. Initialement prévu pour agir en temps de guerre auprès des soldats blessés, le domaine d'intervention de la Croix-Rouge française s'est considérablement élargi en 150 ans. Association à but non lucratif, elle est aujourd'hui la première entreprise de santé privée en France. Elle compte parmi ses rangs 54 000 bénévoles et 18 000 salariés. Et pour finir, laissons le dernier mot à l'une de ses volontaires justement, l'une de ces fameuses IPSA, infirmières pilotes de l'air, qui s'exprime ici en 1963. Et pour vous, qu'est-ce que la Croix-Rouge? Pour moi, j'y suis entrée parce que je voulais servir et c'était absolument sans politique, sans religion, sans nationalité, servir tous ceux qui souffrent sans aucune frontière, et je trouvais que c'était le plus bel idéal qui soit.